Alors, vous disiez que si, à vos yeux, le premier roman, Fenêtre sur l'abîme, était maladroit, eh bien, le second, en tout cas, a une très très belle reconnaissance, puisque vous avez eu le prix Valérie Larbaud en 2012, mais aussi il a été sur la shortlist de Médicis et de Mondot. C'est vraiment un livre qui a interpellé, non seulement d'ailleurs par son titre, Assommons les pauvres, mais aussi avec une... Voilà, parce qu'il y a une vision coup de poing, en tout cas, de ce monde de l'immigration, de la manière dont, quelque part, les demandeurs d'asile sont obligés d'entrer dans une vérité occidentale pour pouvoir accéder au C'est mes compatriotes, quasi-compatriotes, indiens, pakistanais, sri-lankais, bangladais, principalement les bangladais. Pour la première fois, je les découvre et je suis sidérée parce que je ne savais pas comment ils vivaient, comment ils vivent en France. Je les voyais de plus en plus, ça fait 13 ans que je suis en France, je vois ces derniers temps, il y a de plus en plus de Bangladais et les Indiens dans certains arrondissements à Paris. Je les voyais de loin, ils m'envoyaient de loin, de 200 mètres, je voulais l'opérer. Et si on juge les gens par les signes extérieurs, on peut bien comprendre que c'est des gens qui vivent très très mal, qui vraiment dans la misère absolue. Et donc, mais je ne savais pas comment ils vivent ici, pourquoi ils vivent ici, vous voyez. Ils vivaient comme des ombres, comme s'ils n'existent pas, comme des fantômes qui circulent dans la vie. Et c'est pour la première fois dans un bureau d'Ofra que je vois face à moi un être humain qui est mon compatriote et qui raconte ses histoires complètement absurdes pour trouver une place en Europe. Et c'est aussi le premier chapitre, dans mon roman, ça s'appelle Des îles blancs, c'est vraiment post-colonial, c'est vraiment aller, ils ne vont pas s'installer en Chine ou en Afrique, ils vont s'installer vraiment en Europe. C'est d'abord ils cherchent d'aller en Angleterre, quand ils n'arrivent pas maintenant, ces derniers temps, c'est saturé en Angleterre, maintenant c'est ici. Donc si vous voulez, il y a vraiment un mouvement postcolonial qui est là, et ils sont là, ici, ils tentent leur chance. Et le système, si vous voulez, c'est une migration économique, écologique. D'ici 20 ans, peut-être la moitié du Bangladesh serait sous l'eau. Mais personne, aucun officier, aucun système français vont écouter ces gens-là s'ils disent que voilà, moi j'en ai pas de sous, j'ai tout vendu, j'en ai pas de quoi manger, j'en ai pas de quoi nourrir ma famille, je suis venu ici pour gagner un peu d'argent. Personne ne leur donnera cette chance. Donc ils sont obligés de passer par tout un réseau où on vend le faux passeport, le faux récit justement, et toute l'histoire qui va avec. Donc il appelle par cœur ces histoires et il vient réciter ces histoires devant l'officier de protection. Et ces histoires, il y a des passages, c'est un roman assez dur comme ça, mais en même temps il y a des passages assez hilarants parce qu'il y a des moments bien comme ça. Parce que quand je l'ai écrit, j'étais tellement outrée, j'étais à la fois très triste et très en colère. Ce que je vivais à cause de cette expérience, c'est pour ça aussi j'ai pu écrire des choses aussi radicales que je ne pense pas peut-être finalement aujourd'hui. Aujourd'hui peut-être j'ai un regard plus attendri, j'ai peut-être un peu plus de compassion pour ce peuple-là, je suis peut-être plus indulgente vis-à-vis de ce système-là. Et donc ce roman il est vraiment ancré dans ce temps-là. Et ce que je viens de vous citer, certainement je ne pense pas que ça peut être la même moyen de faire la rencontre avec l'autre avec A majuscule. Forcément pas, il y a des rencontres d'amour qui se créent, mais cette violence elle est vraiment dans ce roman-là et elle ne m'habite pas d'habitude. Pour l'Europe, pour Paris, pour la France. Donc je sais aussi qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Inde chez les Européens. En même temps, il y a une vraie curiosité chaleureuse, amicale envers l'Inde en ce moment, l'Inde d'aujourd'hui. Donc j'ai eu envie de me balader un peu, si vous voulez, dans les allées que j'ai perdues en Inde. C'est vraiment un livre que j'ai commencé à écrire par beaucoup de nostalgie, par beaucoup de tendresse. Mais des rues et des ruelles, des copains, copines quand j'avais 3 ans, 4 ans. J'ai eu très envie de réévoquer, ranimer ces histoires-là, ces années-là. Et puis, au cours de l'écriture, justement, comme je commence avec une idée, ensuite ça prend plus d'ampleur et ça se transforme. Et que j'ai vu qu'il était impossible de raconter une histoire personnelle sur l'Inde, en fait.
c'est tellement lié avec ces histoires politiques et religieuses, histoires sociales et communautaires. Donc je ne peux pas juste, et ça ne m'a jamais vraiment intéressé, de raconter juste une histoire, un garçon qui rencontre une fille, on sait, il se rencontre, après il ne se sait pas, il se retrouve, je ne sais pas. Donc moi j'ai vraiment, ce qui m'intéresse dans les romans, dans les textes, c'est qu'il y a un moteur qui est là. Ce moteur, c'est la politique, c'est le clé, c'est les codes sociopolitiques, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce roman, le prochain qui s'appelle Calcutta, tout simplement, c'est mon éditrice, Laurence Renou, qui a trouvé le titre. Donc ça, c'est une plongée intime, politique, religieuse, folklorique. Il y a une histoire d'amour impossible vers la fin. Donc tout cela, j'essaie de raconter dans ce roman-là. Et je pense encore à ces gens-là qui envahissaient les mers comme des méduses mal aimées et se jetaient sur les rives étrangères. On les recevait dans des bureaux semi-opaques, semi-transparents, dans les zones périphériques de la ville. J'étais chargée, comme beaucoup d'autres, de traduire le récit d'une langue à l'autre, de la langue du requérant à la langue d'accueil. Récits au goût de larmes, âpres et cruels, récits divers, de pluies sales et de rues boueuses, de moussons interminables comme si le ciel allait crever. Je n'aurais jamais pu imaginer que le chemin serait si court, qu'il y aurait un chemin, un raccourci entre les salles d'interrogatoire et la pièce moisie du commissariat où, depuis hier, je ne cesse de dessiner l'arbre généalogique de ma famille, les lignes de mes pensées et de mes errances, les combinaisons du temps et de l'espace pour justifier mon parcours et reconstituer la scène, pour qu'on comprenne mon désir subit d'avoir frappé l'homme, un de ces immigrés avec une bouteille de vin. Un frisson parcourt mon dos. J'ai peur de moi. Moi qui ai attrapé la bouteille sans la regarder, l'ai soulevée, et on ait senti le poids lorsque je l'ai agrippée pour qu'elle ne glisse pas de ma main. Puis j'ai visé la tête, noire de haine et écumante de mots d'insultes, et j'ai frappé. Quelques mois auparavant, j'avais claqué la porte au nez de mon compagnon, et c'est le site du bureau où je travaillais. Année de rupture, de pénurie, manque de tout. Je vivais dans un état d'agacement et de confusion. La ville me semblait s'être refermée sur elle-même. Ses portes étaient de nouveau lourdes, vertes, grandes, en bois ajouré, avec des poignées de fer que le temps avait lissées et assombries. Elles ne bougeaient plus sous mes mains. Parfois, le corps entier appuyé dessus, j'essayais de les pousser comme pour faire remonter un bateau coulé. C'était angoissant de voir les portes fermées dans une ville, dans un pays où on avait mis tant de soi pour les ouvrir. Puis on avait fait appel à moi pour ce travail d'interprète. La gymnastique des langues allait commencer. Là-bas, les hommes se ressemblaient. Ils avaient fui le pays d'argile que la baie noire avale, avec pour tout viatique le récit des peuples migrateurs. Le zozotement las de leur voix pénétrait mes jours d'été, lents et paresseux, et tout s'embrouillait et se confondait dans ma tête qui avait su, depuis longtemps, effacer le souvenir de la misère. Les récits ressemblaient aux récits, aucune différence, sauf quelques détails de dates et de noms, d'accents et de cicatrices. C'était comme si une seule et unique histoire était racontée par des centaines d'hommes, et la mythologie était devenue vérité. Un seul conte et de multiples crimes, viols, assassinats, agressions, persécutions politiques et religieuses. C'étaient des Tusitala malheureux, Tusitala malgré eux. J'écoutais leurs histoires aux phrases coupées, hachées, éjectées comme on crache. Les gens les apprenaient par cœur et les vomissaient devant l'écran de l'ordinateur. Les droits de l'homme ne signifient pas le droit de survivre à la misère. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de prononcer le mot misère. Il fallait une raison plus noble, celle qui justifierait l'asile politique. Ni la misère, ni la nature vengeresse qui dévastait leur pays ne pourraient justifier leur exil, leur fol espoir de survie. Aucune loi ne leur permettait d'entrer ici dans ce pays d'Europe s'ils n'invoquaient des raisons politiques ou encore religieuses, s'ils ne démontraient de graves séquelles dues aux persécutions. Il leur fallait donc cacher, oublier, désapprendre la vérité pour en inventer une nouvelle. Les contes des peuples migrateurs, aux ailes brisées, aux plumes crasseuses et puantes, aux rêves tristes comme des chiffons.